Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous ont atteint le plus haut niveau dans leur discipline dédiée. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter et ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Capucine Lemaire. Capucine est présidente de l'Observatoire des politiques du handicap, une ONG indépendante qu'elle fonde en 2021. La même année, elle crée le projet unique et novateur d'un musée d'art et d'histoire du handicap qui sera à la fois présent dans le monde réel et dans le métaverse à l'horizon 2028. Avant cela, Capucine traversait diverses disciplines avec aisance, passant d'études en sciences philologiques et religieuses à la réalisation de courts-métrages, de la préparation du concours d'entrée à l'ENA au lancement en 2014 de Womenside, média en ligne pour lequel elle aura l'occasion d'interviewer Hillary Clinton en 2016. Elle est aussi autrice pour des médias aussi variés que Forbes, l'Humanité ou la Fondation Jean Jaurès. Dans son temps libre, elle écrit des essais, des romans, des scénarios et prépare un projet de bande dessinée sur le sujet du handicap à l'école. Parallèlement à cela, Capucine est aussi consultante et conférencière et en 2023, elle devient directrice de l'Institut des études philosophiques du handicap. Elle a été décrite comme la moins classique par le journal Le Monde et la plus osée par le magazine Marianne. Son travail d'entrepreneur a été récompensé par le Women Achiever Award en 2017 et par le prix Talent au féminin en 2018. Vous pouvez la trouver sur Instagram, @capucine-lemaire-. Capucine, bienvenue chez les créateurs. Bonjour Jonathan. Bonjour. Je voulais commencer par quelque chose qui m'a frappé un petit peu en préparant cette conversation. Tu es diplômé d'un master en art byzantin avec un accent sur l'étude de l'iconographie du Christ Pantocrator. Est-ce que tu peux nous replacer au moment où tu choisis de t'inscrire à ce master? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'art byzantin? Est-ce que tu peux nous en donner une définition rapide? L'art byzantin, c'est l'art religieux chrétien d'Orient, qui va aujourd'hui la Turquie à la Grèce, en fait, qui a été jusqu'en Italie dans son apogée, on va dire. Et ce qui m'a décidé, alors l'art byzantin, c'est un accident parce que j'étais dans les couloirs à l'université et je devais choisir une option. J'étais donc en histoire de l'art. On avait un tronc commun, des choses assez classiques. On devait étudier le Quattrocento, on devait étudier l'art contemporain. Et puis, il y avait deux options. Il y avait cinéma et il y avait art byzantin. Et évidemment, j'ai dit évidemment, parce que comme tu as parlé déjà en introduction, moi j'avais déjà fait du théâtre. Et donc, du coup, bon, j'avais envie de cocher cinéma. Sauf qu'il y a une jeune femme qui est passée dans le couloir en pleurs en disant il faut que je me réinscrive parce que j'ai eu 5 en cinéma. Le prof est horrible. Et bon, voilà, je l'ai pris un peu comme un, comme, voilà, comme un karma, ouais, comme un oracle, si tu veux. Je me suis dit, bon, bah là, faut vraiment pas que je prenne ça. Mais alors, vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'hésitais, un cinéma, art byzantin. Moi, l'art byzantin, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai coché art byzantin. Et il y a eu deux cours magistraux et je peux dire que je suis tombée amoureuse de l'art byzantin. C'est-à-dire que toutes les gens qui étaient là, la plupart, on va dire 80% de la salle est sortie en disant mais c'est quoi ce truc? C'est vraiment un art complètement opaque pour nous occidentaux. Et moi, je suis sortie en disant oh, c'est ça que je veux étudier. Donc assez bizarre. Et puis ensuite, c'est grâce aussi à la professeure d'art byzantin parce que j'étais à l'université, donc j'étais à Paris. Donc c'est Sorbonne, hein, c'était ça le mot. Et je l'ai rejoint à l'école pratique des hautes études, en fait. C'est grâce à elle que je suis entrée à l'école pratique des hautes études parce qu'elle m'a dit je pars de l'université, je vais dans cette grande école, mais il faut que vous fassiez un dossier. Donc j'ai monté le dossier en me disant il faut que je la rejoigne, en fait. Je voulais pas abandonner le cursus. Sinon, l'art Donc byzantin, d'ailleurs, partait de l'université, en fait. et c'est là-bas où tu as fait ton master, en fait, dans l'autre école. À l'école pratique des hautes études, oui. J'ai D'accord. appris le grec ancien. Et voilà, j'ai découvert aussi le travail de recherche, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Et avec un niveau très exigeant par rapport à l'université classique. Donc, ça a été très difficile, vraiment. C'était un cursus super dur. Déjà parce que c'est l'art byzantin et que c'est pas un sujet très facile
dans lequel entrer. Et en plus, voilà, il fallait que je fasse du grec ancien. Donc ça, je m'étais pas du tout, c'était pas prévu en fait, Tu peux pas du tout remercier même. l'étudiante qui est sortie en pleurs. Oui, c'est ça, voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai quand même pris cinéma la deuxième année parce que du coup, il fallait encore ajouter des choses. Et effectivement, j'ai eu des très mauvaises notes et le professeur était immonde. Donc oui, mais j'étais moins déprimée parce que c'était vraiment pas c'était pas c'était une option. On va parler de Voilà. cinéma après, parce que tu en Mm. as quand même fait. Bah Et oui. est-ce qu'aujourd'hui, ces études en art byzantin te servent en particulier peut-être par rapport au projet de musée dont on parlera plus tard? Oui, alors l'art byzantin, c'est surtout un travail de recherche. Donc pour moi, ça, comment dirais-je, il a fallu innover, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord trouver un thème que personne n'avait abordé en art byzantin, sachant que c'est un art où on a l'impression qu'on a tout vu et qu'on a tout découvert. Donc moi, j'ai essayé de chercher déjà un thème un peu spécial. Donc je pense que oui, ça m'a lancé vers des sujets un peu innovants. D'où aujourd'hui ce que je fais pour le handicap, qui est pas du tout le fil rouge est quand même le même, c'est-à-dire qu'il faut innover sur des trucs où on a l'impression qu'on a tout fait. Donc, Et dans l'art byzantin, ton master, c'était donc l'iconographie du Christ Pantocrator. C'est ça que tu avais cherché c'est et ça, qui oui. n'était En fait, pas très c'est étudié encore. alors si, mais moi j'avais trouvé en fait un parallèle entre le concept de Père, Fils et Esprit et avec une iconographie du Christ où il est à plusieurs âges en fait, où il est à l'âge jeune, en bébé, l'âge qu'on connaît d'une trentaine d'années qu'on connaît tous, hein, l'iconographie qu'on connaît tous, et puis l'iconographie plus vieux. Et en fait, j'avais trouvé les trois et je l'avais relié à la Trinité, comme on l'appelle, hein. Père, Fils, Esprit, c'est la Trinité. Donc, j'avais quand même trouvé quelque chose d'assez innovant, oui, je pense. Je suis pas allée au bout, du coup, hein, parce qu'après, j'ai arrêté, mais j'ai encore de quoi rechercher si je veux reprendre demain. Ouais, il n'est pas trop tard. Non, jamais. Et du coup, quel a été le cheminement, puisque suite à tout ça, tu vas travailler ensuite dans le cinéma comme Ouais. actrice, mais aussi réalisatrice et productrice. Comment es-tu arrivée de l'art byzantin au cinéma? Enfin, même si on a compris qu'il y avait déjà un intérêt dans le cinéma avant, quel a été le cheminement? Bah, en fait, c'est d'abord un échec puisque j'ai préparé mon mémoire d'art byzantin et je l'ai présenté à des professeurs de la Sorbonne qui m'ont pas fait une excellente un excellent accueil à ce que j'avais fait. Et je l'ai très très mal pris à l'époque et j'ai claqué la porte de l'université en fait, enfin de l'école pratique des hautes études. Je suis partie en disant je veux plus jamais revenir. Ils avaient été assez immondes avec moi. C'était une façon de faire de la compétition, mais que j'ai pas supporté à l'époque. Donc je suis partie, vraiment j'ai claqué et je me suis retrouvée en milieu d'année avec rien de spécial à faire, si ce n'est qu'il fallait que je me remette en question de savoir ce que je voulais faire après tout ça, parce que j'avais quand même pris une voie bien particulière qui me destinait de toute façon à être professeur de TD, de travaux pratiques en art byzantin. Et puis j'ai revu ma prof d'art byzantin quelques mois plus tard, qui a vu mon comportement. Et puis elle m'a dit, vous savez, c'est pas très grave parce que l'art byzantin disparaît même de l'école pratique. Après moi, il n'y aura plus rien. Il faudra partir dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc, eh bien, me voilà dehors en me disant, bon, bah, finalement, j'ai claqué la porte, mais de toute façon, il y avait pas de suite pour moi. Donc, ça a un peu relevé de mon échec. Et je suis repartie de la fin du lycée où j'avais vraiment envie de faire du théâtre et c'était pas, si tu veux, à 17-18 ans, tu penses que c'est pas quelque chose de sérieux qu'il faut faire. Donc, j'ai repris de là, en fait. Je me suis dit, Et bah, tu je as vais repris reprendre. les études. Voilà, je suis repartie pour des études. Alors bon, c'était des études de comédien, hein, puisque il y avait que ça, hein. Enfin, à Paris, je pouvais pas accéder à des, comment dirais-je, à des écoles de réalisateurs. J'avais pas le niveau. Donc, je suis allée dans une école d'acteurs, en l'occurrence Acting International que j'ai choisi. Et donc, j'ai dû faire un petit essai pour voir comment ça se passait. Donc, ça se passait bien. Et donc, j'ai fait une année hein, seulement à Acting International, parce que je suis repartie pour faire des courts-métrages aussi. Là aussi, j'ai claqué la porte en disant, bon, c'est bon, j'ai tout vu, maintenant je vais faire. Donc, Donc, je suis après un restée une an, année. d'accord, tu as fait un Ouais, an de cours de j'ai fait théâtre. un an. Ouais, j'ai fait un an Et et surtout, j'ai fait un stage de caméra avec un réalisateur qui nous donnait des cours de comédie. Et je me suis dit, bah ouais, c'est bien ça, en fait. Acteur, c'est sympa, mais moi, j'ai bien envie de faire un truc. Et je savais très bien que
fallait que je le fasse. Enfin, ça se ferait pas à l'école. On me laisserait pas prendre la caméra pour faire un court Oui, dans métrage ce toute seule. cas-là, il faut écrire son scénario, Voilà, c'est monter ça. son projet soi-même. C'est Oui, ce que tu as fait? oui, tout à fait. J'avais déjà commencé à avoir une petite équipe puisque j'avais des co-créateurs à l'époque. On était plusieurs à vouloir faire des courts-métrages, évidemment, à commencer. Donc, il y avait ceux qui avaient envie de faire acteur. Donc, c'était assez facile de leur dire, bon, bah voilà, moi, je vais me lancer dans un court-métrage. Je voulais pas venir. Donc, le premier court-métrage que j'ai fait, on était 12, ce qui est assez énorme puisque je devais gérer, je sais pas, ouais, je devais gérer Une 8 à 10 équipe de personnes. 12 ou 12 Ouais, c'est acteurs? ça. Non, Ouais. non, avec pas beaucoup. On était deux derrière la caméra et en fait, ils étaient 10, quoi. Donc, en fait, enfin, c'était une bonne expérience, mais je pense que ça aurait été bien que je commence avec deux personnes derrière la caméra que 10, mais bon, je pense que voilà, je suis un peu comme ça. Et tu Donc, avais écrit tous les rôles? oui, oui. Alors en fait, je devais pas. Alors je joue dedans, mais je devais pas jouer dedans. Mais oui, l'idée, oui, il y avait trois personnages principaux. Donc pour la petite histoire, c'est que j'avais inversé les femmes et les hommes dans la société. Et c'était une journaliste qui interrogeait trois hommes dans une société de femmes, matriarcale, on va dire. Voilà. Donc il y avait un religieux, il y avait un homme au foyer et un bimbo. Voilà. Donc j'avais D'accord. fait des choses un peu caricaturales, c'était bien. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. Le tournage était un peu dingue parce qu'on a été chez des gens, j'avais pas de technique. Voilà, je me rappelle parce que j'avais un job à l'époque. J'ai toujours travaillé les jobs pour manger, quoi. Et je prenais mes tickets restaurants pour payer à manger le midi aux gens parce que j'avais pas de cuisine. C'était un tournage low cost, mais c'était assez sympa parce que voilà, je me souviens d'avoir décidé d'une prise sous un abribus à Porte de Vincennes, mais comme ça en fait. J'avais pris rendez-vous, j'avais dit aux gens bon, on va faire dehors. J'habitais à Nation et j'ai dit bon, on va faire à Porte de Vincennes. Et en fait, il y a eu un abribus. J'ai dit tiens, on va le faire là et on a improvisé. Voilà, ça fait Bon, bah, partie ça va du. vite. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était un peu comme ça. Donc les gens ont dit bon bah c'est super ton court métrage, bah bon courage avec. Et puis bon, la suite c'est que effectivement je me suis inscrite au Short Film Corner de Cannes, j'y suis allée, donc voilà c'était top aussi. Je Donc m'étais c'est mis ça ce dans la tête. premier court-métrage qui a été sélectionné ensuite à Short Cannes. Film Corner à Cannes. Sauf que là aussi pour la petite histoire parce que je suis un peu comme ça, c'est que j'avais évidemment les acteurs pour les faire venir dans le court métrage, il suffisait pas que je leur propose juste un rôle. Déjà il fallait qu'ils aient tous à peu près les mêmes lignes à donner, si tu veux, à parler. Ça c'est un Le truc même d'acteur. nombre de lignes. Bah, Ouais. tu vois, ils avaient besoin d'un dialogue tout le temps. Enfin, il fallait toujours négocier avec eux. Ils venaient me voir en me disant oui, là, je parle pas assez dans la scène. Donc voilà. Donc déjà, je devais négocier ça. Mais les Négocier l'acteur. connaissants, voilà, et les connaissants, je savais aussi que si j'avais pas la carotte au bout, ils venaient pas dans le court métrage. Donc j'avais dit oui, de toute façon, on va à Cannes. Donc les gens m'avaient dit ah bon, tu vas à Cannes. Sauf que en fait, j'ai eu la réponse 2 mois avant. Et on a commencé le tournage 8 mois avant. Donc j'ai fait un poker. J'ai réussi, mais je peux le dire aujourd'hui, franchement, voilà, Il j'ai fallait. menti le mensonge pieux, quoi, parce qu'il venait pas sinon. J'ai dit oui, oui, je vais à Cannes, on va à Cannes, c'est bon, vous jouez pas pour rien, voilà. Et en fait, heureusement, ouf, ça s'est fait. Ah oui, c'était pas sûr hein, pour un premier court-métrage. Non, non, là, j'ai pris un risque de passer pour un loser, mais bon, il fallait bien faire un poker. Et puis, je voyais bien leur comportement. Je me disais, si je leur offre pas un truc à la fin, ils viendront jamais, ils s'étaient pas payés. Bon, moi, évidemment, non plus, mais enfin, bon, fallait que je fasse bien les choses, donc voilà. Et C'est l'histoire un peu ouais, c'est incroyable. Et l'expérience au Festival de Cannes, comment ça s'est passé? bien. Ça s'est bien passé. Enfin, je me souviens d'avoir reçu des messages d'acteurs et puis je sais qu'il y avait des télés qui avaient regardé. Je crois qu'Arte nous avait laissé un message en disant que c'était très bien. Mais bon, on a essayé ensuite de négocier, de le vendre, mais comme on l'avait pas produit avec de l'argent, avec une production au sens strict, on n'a pas pu le vendre, mais voilà, on a eu des encouragements, c'était extraordinaire, enfin, d'avoir improvisé un truc et puis ça passe toutes les C'est barrières. génial. Mm. Quel était le titre du court-métrage? Le premier, c'est Beach, C'est Blow pas into comme the la, Chaotic Humanity, pas c'est comme ça? pas Ouais. la plage. Ouais, parce que déjà à l'époque, j'étais bien engagée sur l'égalité femmes-hommes et j'avais estimé que quoi qu'on fasse quand on est une femme, de toute façon, c'était le dernier mot qu'on pouvait nous donner quand ça se passait pas bien. Donc voilà, j'avais mis ça, puis évidemment aussi par provocation et pour que le Bien film sûr. se voit, se fasse regarder, enfin soit regardé, voilà. On peut encore le voir aujourd'hui?
Alors, il a été sur YouTube pendant longtemps et je sais pas, on nous l'a enlevé. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense que, en même temps, c'était 2012, alors c'est un vieux truc maintenant. Je suis sûr qu'on peut le trouver en cherchant. Oui. On va avancer un peu jusqu'en 2014 où tu crées Womenside, Mm. un média en ligne donc dédié à l'égalité homme-femme. Donc on reste dans le même sujet. Quels étaient tes buts précis en créant ce média? Mettre en valeur les femmes qui n'étaient pas mises en valeur ailleurs. C'était plutôt ça. Et puis, dans un second temps, ça a été de mettre en valeur les hommes qui travaillaient pour l'égalité des femmes et de leur laisser. Je me souviens que les numéros de mars étaient dédiés aux hommes par provocation aussi, tout ce qui se fait dans les médias mainstream. J'avais envie de mettre en valeur des femmes non visibles, mais pour l'histoire de Womenside, c'est surtout que sans finalement l'interview d'Hillary Clinton, je pense que j'aurais pas vendu Womenside et gagné de l'argent, en l'occurrence, en les vendant. Parce qu'au début, c'était aussi... au début, j'ai interviewé des amis, des gens que je connaissais. J'envoyais des messages sur les réseaux sociaux, donc j'arrivais à rencontrer des gens. Je rencontrais des gens du domaine totalement divers, politique, économique, artistique, un peu dingue. Et puis j'ai fait un truc qu'on fait maintenant, hein, mais c'est en 2014, c'est qu'Instagram venait d'arriver à peine et j'ai envoyé un message sur le compte de d'Hillary Clinton, Ah oui. le compte voilà, donc c'est Community Manager qui m'a dit OK. Enfin, j'ai posé une question, j'ai dit voilà, je viens de lancer un média qui s'appelle Womenside et j'aimerais bien parler d'Hillary Clinton. J'ai même pas demandé autre chose, mais voilà, ça s'est passé au-delà de mes espérances aussi ce jour-là. Et alors, comment ça s'est organisé ensuite? Tu es allé l'interviewer ou c'était par Non, internet? alors c'était à distance, donc je me souviens très bien parce que il était 21h30 quand on m'appelait, donc c'était un peu spécial quand même. Bon, voilà, je me remémore encore sur mon téléphone voir New York. Je me dis ah ok, ça y est, j'y Ah, suis. c'était pas prévu. Si c'était prévu, mais si tu veux, c'est jusqu'au dernier moment. Moi, je suis quelqu'un qui dit non, mais ça va pas arriver, parce qu'ils étaient très 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 accueillants. Donc je me suis dit oula, C'est louche. c'est louche. Voilà, je suis française à la base, hein, donc ils sont là, amazing, c'est bien, c'est génial, ok, super ce que vous avez fait. Oui, enfin bon. Ici, tout ce que je faisais, c'était oh bah c'est bien ce que tu fais, mais enfin bon, il faut quand même de l'argent pour monter un magazine, etc. Enfin bon, j'étais en France, quoi. Oui, oui. Donc je reçois le message. Donc c'était le groupe qui s'occupait de la campagne Hillary Clinton, mais du point de vue des entrepreneurs. Donc j'ai eu affaire à une femme qui était française et qui habitait aux États-Unis. Donc déjà, c'était bien parce que du coup, tout de suite, j'ai un peu parlé français. Après, j'ai fait des efforts pour la fameuse interview. Mais voilà, au début, c'était une Française qui m'a dit, bah voilà, c'est génial, c'est bien ce que tu fais avec Womenside, de quoi tu veux parler. Donc évidemment, mes questions étaient préparées à l'avance. J'ai pas fait un truc en live, hein, mais donc ça s'est passé comme ça s'est passé assez tranquillement en fait. Et c'est comme ça que le Womenside a été lancé. Mais évidemment, Hillary Clinton, c'était vraiment quelque chose que j'ai improvisé. Mais je mélangeais aussi les gens un peu. Il fallait que je fasse des couvertures avec des gens inconnus, mais à l'intérieur, je faisais un mélange absolu avec des personnes a priori dont on n'entendrait pas parler. Et quels ont été les retours sur certains articles? Est-ce qu'il y en a qui te reviennent en mémoire, sur justement des gens un peu moins connus? Bah non, je me souviens surtout d'avoir mis en valeur les hommes parce que je me souviens d'un mois de mars où j'avais mis que des hommes et on m'avait dit que ça se faisait pas, que c'était un peu bizarre d'avoir fait ça. Et je pense que les gens ont découvert aussi une facette ce que j'appellerais le combat en fait, qui est un combat qu'on mène femmes et hommes. Donc j'avais déjà envie de faire un peu des ponts entre les communautés, on va dire ça comme ça. Et ça s'est pas passé pour Womenside la suite euh, parce que je voulais surtout pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle aux femmes, entre femmes, etc. Ce qui est une route, hein. Mais moi, je voulais vraiment chercher des alliés aussi chez les hommes, et il y en avait. Donc, je voulais vraiment créer un dialogue. Donc, voilà, après, ça s'est arrêté. On va en parler, il s'est passé d'autres choses. Et puis, moi, j'ai créé Womenside parce que j'ai eu ma fille. Donc, c'est plutôt ça qui m'a mis dedans, en fait. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse peut-être plus que des films pour parler de ça. Et puis ensuite,
ma fille une autre particularité, donc j'ai un peu suivi la route qu'on m'a donnée. Voilà. D'accord. Et justement, dans les années qui suivent, tu continues toujours à te former, hein, Ouais, formation continue, notamment avec le concours de préparation d'entrée à l'ENA, des formations en ligne, notamment avec plein. l'université de Stanford. Et du coup, à quel moment est-ce que tu décides de t'occuper plus spécifiquement de handicap? Est-ce qu'il y a vraiment un moment clé, on va peut-être en parler comme tu avais commencé à en parler, Oui. un avant et un après où tu t'es dit, je vais maintenant m'orienter plus vers voilà, tout ce qui est handicap? Quand j'ai eu fini Women's Side, c'est l'année où le diagnostic de ma fille a été posé. Donc, je me suis arrêtée net. En fait, je me suis dit, bon là, j'arrête, je vais avoir des choses à faire. Donc, le handicap n'est pas venu tout de suite. Et pour la préparation de l'ENA, encore moins. C'est-à-dire que la préparation de l'ENA, je l'ai fait aussi pour essayer d'avoir une vie un peu plus stable que celle d'entrepreneur. Je me suis dit que d'être dans l'administration, c'était plus simple. Je me suis dit, plus jamais je monte quoi que ce soit, en fait. J'avais déjà assez fait, de partout. Les gens ne comprenaient pas vraiment tout ce que j'avais fait, ne comprenaient pas le fil rouge. Et je me disais, bon, bah oui, il faut vraiment que je me range, en fait. Là, maintenant, il faut que. Et puis, ça m'intéressait de toute façon. Donc, voilà. Il s'est passé que j'ai préparé le concours d'entrée à l'ENA, magnifique préparation, que je souhaite à tous, hein, parce que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse nous arriver quand on veut essayer de comprendre aussi dans quel pays on vit, dans quel monde on vit. Donc, OK. Sauf que ma fille était entrée à l'école et il y avait eu un cas de discrimination, en fait, avéré, en tout cas à mon sens, et j'avais demandé une investigation auprès du défenseur des droits. Et donc j'ai dû attendre 2 ans pour qu'il y ait l'investigation, et les résultats sont tombés au moment de ma préparation. Donc je devais être à la moitié. Donc j'ai reçu une lettre de l'administration me disant, bah en fait votre fille, il s'est rien passé du tout. Moi j'avais vraiment des preuves de discrimination. Et ça s'est associé à ce que je voyais dans les lois, c'est-à-dire que je voyais bien que tout était cadenassé, que j'avais à voir avec un système qui était défaillant, clairement, hein. Et donc je reçois cette lettre en me disant, bah non, en fait votre fille n'a pas été discriminée, rien à revoir, merci. Voilà, rien de spécial. Donc je me suis retrouvée à me dire, ok, donc j'aurais jamais au moins les excuses de l'administration, donc je vais quand même pas aller travailler pour l'administration. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. C'est-à-dire que là, je me suis dit, là, c'était franchement, j'étais au sol. C'est-à-dire que j'avais fait beaucoup de choses. J'ai adoré ma préparation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais préparer quelque chose et puis Ouais, je tu vais encore travailles être plus. frustrée, je vais encore partir dans un an, me connaissant. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. Malheureusement, parce qu'au début, vraiment, je voulais plus monter quoi que ce soit. Et bah non, en fait, je l'ai fait. Donc Tu as je l'ai suivi monté. le chemin. Ouais, c'était trop fort. Et puis alors, plus je le montais, plus je commençais à soulever des problématiques, plus je me disais, bah non, en fait, il faut vraiment pas que je bouge de là. Et ça a bien dépassé le cas de ma fille, parce que c'est plus d'actualité. Enfin, je suis sortie de la route difficile avec une enfant qui parlait pas. Aujourd'hui, il y a aucun problème, c'est une bonne élève, etc. Donc, je suis quand même passée à autre chose. Mais par contre, au niveau politique, je crois qu'il y a tout à faire. Donc, c'est comme ça que j'ai monté l'observatoire, donc avec des gens avec qui j'avais évidemment fait la préparation. C'est-à-dire qu'on faisait des binômes, des groupes de travail, donc j'ai commencé à demander à des gens qui étaient avec moi. Et puis j'ai aussi rappelé des gens avec qui je faisais de la com avant, des gens que je connaissais pour m'aider en fait au début. Et puis ensuite les gens sont venus. Mais voilà, ça c'était la deuxième partie. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ta fille? Comment ça a été annoncé? Quel est pour les gens qui ne te connaissent pas, quel a été le diagnostic? À quel âge il a été fait? Et comment ça a été annoncé? C'est le médecin généraliste, le pédiatre? Alors non, pas du tout. D'abord, le trajet quand on a un enfant en situation de handicap, c'est l'école qui détecte. C'est-à-dire qu'elle ne parlait pas et il s'agissait surtout de la mettre à l'école. Elle avait pas été c'est ma mère qui la gardait, donc bébé. Donc on se disait que c'était peut-être parce que elle n'était pas avec d'autres enfants. Elle avait fait des demi-journées en crèche, hein, quand même. Ça se passait plutôt bien a priori. Enfin, on nous avait rien dit de particulier. Et donc le diagnostic est arrivé à un moment donné par l'école d'abord. C'est-à-dire que c'est un diagnostic qui n'est pas un diagnostic. C'est en gros il y a un problème. Il ne faut pas qu'elle reste là. On ne peut rien faire pour elle. Donc d'abord, ça a été une partie de dire que non, qu'elle avait sa place à l'école.
Donc, moi, je me suis aperçue de l'éducation nationale qui exclut tout de suite, en fait, qui se pose pas de questions. C'est-à-dire que si ça rentre pas dans la norme, ça dégage, en fait. Donc, je me souviens d'avoir convoqué l'académie à des réunions. Ça s'est très, très mal passé. Donc, j'assénais en disant que j'étais tuteur légal et que c'est moi qui décidais, c'était pas l'administration qui décidait si ma fille pouvait rester ou pas. Tout était fait pour qu'on la sorte de l'école. Et puis surtout, on a été mis vers l'hôpital psychiatrique. Ah oui. Donc l'hôpital psychiatrique, ça a été là non plus un non-diagnostic, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, elle a fait des ateliers de 2-3 heures l'après-midi. Donc on l'a retirée de l'école pour la mettre dans l'hôpital psychiatrique. Et en gros, elle a appris à griffer et on n'a pas eu de réponse sur son diagnostic. Et c'est une femme qu'on connaissait dans la famille qui nous a dit en fait, moi, j'ai un cousin qui est autiste, ça ressemble quand même. Allez voir un psychologue en libéral qui peut venir chez vous, la regarder, la diagnostiquer. C'est ce qui est arrivé. Il est venu un dimanche et voilà, il est arrivé, je me souviens, en début de matinée. Et puis en fin de matinée, voilà, c'était posé. On avait une fille avec un trouble autistique léger. Et je me souviens, il a dit, maintenant, vous allez bosser, en fait. C'est un travail de parents qui travaille. Ça va pas être rigolo. Donc, on a donné des petits outils pour la faire parler. Et puis voilà. Et puis, elle a été très vite, en fait. Au bout de 2 mois, elle a commencé à parler, alors qu'elle ne parlait pas du tout. Et puis voilà, les outils ont été faits comme ça. Donc en fait, ça s'est fait avec du libéral, pas du tout l'école, pas du tout l'administration. Donc ça aussi, quand on prépare l'ENA, ça reste quand même. C'est-à-dire qu'on voit des choses écrites et puis on connaît la réalité. Donc c'est là où il s'est passé quelque chose, une espèce de nœud psychologique où on a envie de faire quelque chose au niveau politique, mais on n'a pas envie de le faire dans ces circonstances administratives que je connaissais déjà, puisque je les avais eues en face. J'avais vraiment eu des gens. Je me souviens, le traumatisme de l'école, c'est pas tant la discrimination, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que j'ai entendu un médecin scolaire me dire, elle n'est pas avec nous en fait. Votre fille, je me rappelle, elle avait fait ce geste, elle a dit, elle n'est pas avec nous. Et je pense que c'est là que je me suis dit qu'il fallait que là, je suis passée la ligne jaune en fait ce jour-là. Je me suis dit, mais là, ça va pas ou quoi? Elle est pas malade, elle va bien. Enfin voilà. Donc le diagnostic a été posé entre guillemets. Je me souviens aussi qu'à l'époque, je continuais un peu Womenside et j'avais interrogé un infirmier aussi qui m'avait aussi mis sur la voie de l'autisme, qui m'avait dit là, on y est quand même. Donc j'avais regardé sur Internet. Et t'as pas été tellement aidé par, on va dire, les institutions finalement. Pas du tout. Et ce psychologue, est-ce qu'il a, vous l'avez revu après? Oui, parce qu'en fait, il venait, on faisait les ateliers à la maison. Il venait le week-end ou le mercredi, ou les jours où on pouvait, et il venait solliciter ma fille pour qu'elle parle. Donc avec les outils, d'abord, tu sais, c'est un système de pairing, donc on t'aide à faire les outils, puis après on te lâche. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On a fait ça pendant, je sais pas, 5-6 mois, et ensuite on l'a fait à chaque fois qu'on était avec elle. Et il y a eu une époque où on l'a retiré de l'école la moitié du temps pour faire ce qu'on appelle l'ABA, qui est une méthode très très bonne, qui n'est pas une méthode absolue, et à un moment donné ça s'arrête, mais pour solliciter l'enfant, pour qu'il parle, pour que voilà, parce qu'on avait une non-verbale. ABA. Je me souviens plus là de l'abréviation. Il y a behavior dedans et je sais plus. Mais ça a à voir avec c'est la méthode comportementaliste de ça, alors que à l'hôpital psychiatrique, il était juste question de la regarder en fait. Et à la fin, on nous a dit non, on n'a pas de réponse, on n'est pas sûr qu'elle soit autiste. On ne sait pas en fait. On va devoir la regarder très longtemps. Donc, sauf que le temps passait, donc voilà. Et c'est à ce moment-là que là, on est en quelle année? 2018. 2018, donc encore 2-3 ans avant de créer l'Observatoire des politiques du handicap, mais c'est le moment où l'idée a germé finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était très très loin parce qu'après, donc du coup, après il y a eu l'année 2019, donc c'est Stanford. Donc là, je commence à travailler sur l'idée peut-être de créer une organisation, alors pas forcément handicap mais philanthropique, parce que je crois encore qu'il faut que je reste dans le côté artistique, etc. Uniquement. Et voilà. Un peu, j'étais dans un milieu de communication, j'avais monté mon entreprise. Donc, je me disais, je vais aller là-dedans. Et puis, éventuellement, je travaillerai pour du philanthropique.
Donc c'est comme ça que Et ça s'est passé. Mais c'est à vraiment Stanford, l'ENA qui a décidé. et à Stanford, qu'est-ce que tu as étudié? Ça a duré 1 an aussi? Ah non, c'était le Stanford, c'était bien 6 mois. Hein. C'est giving, c'est un cursus philanthropique. Créer son organisation. Donc tu vois. Bah bon, Mais, d'accord. j'avais créé une organisation, donc un test. Hein, tu sais, pour passer le cursus, il fallait avoir un projet. Donc j'avais un projet de fondation pour la culture, l'accès à la culture pour tous. Voilà, c'était mon test en fait. Enfin, on était plusieurs parce qu'on faisait des groupes de travail, donc on était avec des gens de tous les pays. C'est ça qui est extrêmement intéressant quand on fait ce genre Eh oui. de cursus sur Internet qui a l'air complètement à distance et tout, mais pas du tout. En fait, ça prend un temps enfin, énorme. Et en plus, on parle à plein de gens du monde entier. Donc, on teste nos idées. Donc, c'était top. Et puis, Laura, qui était notre professeure, elle était hyper inspirante. Enfin, voilà, j'avais besoin aussi d'une inspiration autre que celle que j'avais. Il faut quand même se plonger juste 5 minutes dans l'environnement dans lequel j'étais, où j'étais en face d'une administration complètement qui n'avait pas du tout envie d'entendre ce que j'avais à dire. Et puis là, d'un seul coup, enfin, Et là, quel était ça. le nom de la prof? Laura? Oui, c'est Laura Arrigaga Anderson et elle est extraordinaire. Tout le monde on peut tous aller l'écouter sur YouTube. Elle est fascinante. Elle est fascinante parce elle peut dire qu'on peut monter quelque chose avec rien. Donc ça fait gourou comme ça, hein, de notre point de vue. Et en fait, je lui dois tout. Je lui dois tout. Parce que d'ailleurs, on a eu des sessions avec. Me souviens d'une femme qui avait créé une fondation pour les femmes SDF. Et donc du coup, elle recueillait des anciens vêtements, des habits pour les habiller pour qu'elles aillent faire des recrutements et qu'elles aient un job, etc. Ça paraît, c'est complètement dingue. Vraiment, je suis arrivée, je me suis dit bon bah là, moi ça me fascine et bon voilà, il fallait quand même un peu ouvrir ses chakras pour entendre ce qu'elle disait, mais elle a raison parce que vraiment là, enfin, je suis la preuve qu'on peut faire avec rien, mais rien. Et ça marchait alors, ces personnes qui étaient un peu, on va dire, relookées, qui allaient à des Oui, entretiens? ça marchait. Oui, Ça oui. marchait, ouais, ça c'est C'était une femme des incroyable. États-Unis qui avait fait ça. Oui, oui, ça marchait. Oui, oui, bien C'est sûr. comme les photos qu'on voit où ils amènent, ils amènent les gens, les SDF, certains, chez le coiffeur, Oui, avec un relooking total. Voilà, en oui, oui. fait, ça montre aussi la puissance du visuel, quelque part, c'est incroyable. Oui, oui, bah oui, mais justement parce que c'était des femmes qui étaient, donc voilà, qui avaient eu des parcours de vie, des accidents de la vie, comme on dit, et elles n'avaient pas de problématiques sociales pures, si ce n'est que effectivement, pour avoir un job socialement, il faut que ce soit acceptable. Et voilà, il y avait une espèce de solidarité de dire on va sortir de là. Ce qui peut paraître un peu fou comme ça quand on commence. Hein. Mais à la fin, j'étais vraiment persuadée que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, mais je ne savais pas du tout encore ce que j'allais faire exactement, parce qu'il faut beaucoup de temps pour réfléchir à ce genre de choses. Quand on commence, c'est tellement énorme. D'où je venais, surtout, il fallait faire un pas de géant. Mais c'est pour ça, il s'est passé aussi évidemment la préparation au concours de l'ENA, et il s'est passé le confinement surtout. C'est-à-dire qu'au confinement, en l'occurrence, hein, j'ai fait l'école à ma fille, donc ça a tout changé en fait. J'étais dedans, c'est-à-dire que j'ai pas délégué le travail d'instruction, donc j'étais dedans et je me souviens de l'écart entre ce qu'on me disait et ce qu'elle pouvait faire. Et puis quand elle est repartie à l'école, comment elle était, c'est-à-dire qu'elle avait fait un pas de géant et je me suis dit bon bah je pense que je commence à saisir les problématiques là, voilà. Donc Et parce que les professeurs qu'elle a à l'école ne sont aussi peut-être pas du tout formés non. à s'adapter à différentes réalités finalement. Non, et en plus, ils sont plongés dans l'idée que c'est pas eux de le faire. Donc Mm. ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et ça n'a rien à voir avec leur intention personnelle, hein, par ailleurs. C'est que je pense qu'ils sont submergés par l'administratif, et pour eux, il faut faire un tri. Donc, moi, il se trouve que j'allais pas faire le tri de ma propre fille. Donc, pendant le confinement, on nous donnait des devoirs à faire. Et nous, on s'éclatait, quoi. Vraiment, ma fille était heureuse de faire comme ça, en fait. Parce que du coup, elle avait du mal à écrire. Elle a appris à écrire. Et puis, elle a appris à être une élève. Parce que moi, je l'ai vraiment pris, tu vois, j'ai pas joué à la poupée, mais limite. Hein. Donc, j'étais l'institutrice, tu vois. J'étais investie le matin, j'ai fait l'école, tu vois. Donc, voilà, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible de le faire. Mais moi, j'avais rien, enfin, j'étais pas normée à ce que c'était l'école. Moi, je faisais avec elle, je faisais avec ses capacités.
Si on devait apprendre quelque chose, il fallait que je fasse avec ce qui l'intéressait. C'est ça qu'on apprend en ABA d'ailleurs, c'est qu'on apprend à solliciter l'enfant avec ce qu'il aime, pas avec ce qu'il faudrait que faire Voilà. à ce moment-là Plus de son cycle. s'adapter à lui que Ouais. l'enfant qui doit s'adapter au monde C'est des pas du tout adultes. ce qui se passe à l'école. C'est pas Oui. du tout ce qui se passe à l'école. À l'école, c'est le contraire. C'est l'enfant qui doit s'adapter à ce qu'on lui dit parce que là, il est à un certain âge, il doit apprendre ça. Sauf que c'est faux parce que, en l'occurrence, il y avait des choses qu'elle connaissait que les enfants savent beaucoup plus tard. Et puis, elle avait des intérêts particuliers parce que c'est ça l'autisme. Il y a des intérêts particuliers. Donc, on stigmatise en disant ah là là, cet enfant a un truc particulier et il fera rien d'autre. Non, mais grâce à ça, on va pouvoir l'amener à des choses. La chance que j'ai eue, c'est que, enfin la chance, je sais pas, enfin il y a quelque chose qui se passe, c'est que ma fille, elle avait de l'interaction que pour les livres. Donc c'était génial. Il y a des enfants autistes qui n'aiment que, je sais pas moi, les machines à laver qui tournent ou je sais pas, ou les fils, enfin des choses, voilà, des choses qui servent pas entre guillemets. Moi c'était le livre, donc c'était facile. Elle savait déjà des choses. Elle savait pas le dire, mais elle savait qu'elle avait des connaissances. Donc Elle est intéressée par tous les livres qu'elle voit, elle veut tous. les ouvrir, les lire. Tous. Il y a un budget livre assez impressionnant. Non, non, mais vraiment, il y a au moins un livre par semaine, au moins, je pense, hein, parce qu'elle a un besoin. Il n'y a pas, y a pas de tablette, il n'y a pas de télé, pas du tout. Elle a commencé à regarder un peu de dessins animés, les grands qu'on connaît, les classiques, mais il y a 2 ans, même pas. Donc elle a 8 ans, hein, donc il y a 2 ans. Ça l'intéresse pas foufou. Par contre, elle est documentaire sur l'architecture, l'histoire l'intéresse, mais des L'art trucs d'adultes. byzantin. C'est ça. Pas encore. Non, non, pas encore. Non, 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 elle est très architecture. Alors bon, voilà. Ce qui fait que, bah, pareil, hein, faut visiter, quoi. Hein, donc plein de choses, mais et puis très intéressée par la géographie. Donc là, elle demande d'aller à Tahiti. Donc bon, faut réfléchir, quoi. Voilà. Donc pour elle, c'est combien d'heures de vol. Voilà, elle est déjà partie. Elle se rend pas compte non plus que du fait de ses troubles, les voyages sont pas simples. Mais bon, elle les fait. Hein. S'il faut voyager, elle adore ça. Mais au début, c'était une enfant qui parlait pas et on me disait bon bah voilà, c'est fini en fait. Si elle parle un jour, c'est cool, mais enfin bon, en termes de connaissances. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte plein d'années après qu'en fait, elle avait été là. Elle avait déjà tout entendu. Elle savait très bien de quoi il s'agissait. Il y a des choses desquelles elle ne parle pas parce que je pense qu'elle se souvient de moments difficiles. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, c'est une enfant au contraire. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas une enfant qui s'intéresse aux choses de son âge. Donc, elle est déjà. Voilà, là, je crois elle demande des livres sur voilà, l'architecture. Et puis, beaucoup de documentaires, la cuisine. Elle veut découvrir les cuisines du monde. Pourquoi au Japon, on mange par terre. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Ça intéresse beaucoup, ça. Voilà. Elle ne comprend pas si je mange japonais, que je ne prenne pas des baguettes, par exemple. Elle va vraiment faire une crise en disant, mais enfin, quand même. Mais elle a raison, c'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui te prend? On mange avec des baguettes, enfin, voilà. Donc elle est comme ça. Donc c'est pas du tout classique comme quotidien. Mais bon, voilà. C'est la petite histoire en tout cas, pas de télé et pas de dessin animé, ce qui est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Très bien. Pendant le confinement ou juste après, je crois, tu tentes une nouvelle expérience en présidant le BUC Film Festival à Modène en Italie. C'est en 2020, hein, je crois. Oui, alors c'était en plein Covid. C'est-à-dire que j'ai eu le Covid avant tout le monde, moi. J'ai eu le Covid en décembre 2019, puisque j'ai fait des allers-retours à Modène, qui était la région du Covid, en fait, en Europe. Et voilà. Et donc, c'est un festival. C'est toi qui l'as emmené en France, on va pas dire ça. Voilà, c'est moi le patient zéro, c'est moi. Ouais, voilà. C'est un festival qui existait depuis quelques années sous la forme littéraire. Et là, on te demande de le présider l'année où le festival décide de récompenser des films tirés d'œuvres littéraires. Oui. Comment ça s'est organisé? Est-ce que ce sont tes racines d'actrice, de réalisatrice qui sont revenues? Mais j'ai été approchée par le directeur du Book Festival au moins 2 ans avant, avec qui on a créé une pièce de théâtre, avec qui on a commencé à imaginer même un film sur la pièce de théâtre dite. Et puis, il a eu envie de créer la session Book Film Festival. Donc, du coup, oui, me voilà directrice artistique du truc, à créer tout, en fait, les prix, à recruter des films. Voilà, il faut aussi s'imaginer que j'étais déjà, j'avais fait Stanford, donc j'étais déjà partie, j'étais dans l'entre-deux. La transition, on se mouille pas,
On ne Un sait an pas trop. avant l'Observatoire des handicaps. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, je suis passée de ça à lui dire, bah non, en fait, je ferai pas la deuxième année et je prépare l'ENA et voilà. Ouais, non, là, pour moi, le Book Festival, c'est vraiment les derniers soubresauts de ma vie d'avant. C'est Vraiment ça. là où j'étais, ouais, je sais pas si je vais faire ce que je fais. Tu vois, c'est un peu déstabilisant quand tu es plutôt bien installé dans un truc et tu dois faire quelque chose d'autre. Puis surtout l'ENA, c'était hyper sérieux par rapport à ce que je faisais avant, quoi. C'était trop sérieux. Et ce festival, du coup, le palmarès, la remise des prix, tout a été fait finalement à Ouais. distance. Oui, et ça a été que la deuxième année qu'il a donné des prix, qu'il a donné des vrais prix aux gens. Mhm. Mais je Malgré crois ça, que il y a quand même eu des beaux moments où ça a un peu ah dénaturé non, ton. c'était génial. Non, non, C'était c'était génial. bah le Covid a tout dénaturé, mais la préparation, c'était un an avant la préparation, Ah oui. c'était top. Non, non, je me souviens très bien que non, non, c'était top de se dire qu'on crée un festival qui n'existait pas ailleurs, de se dire que non, non, c'était top. Et puis l'Italie, j'aime beaucoup, donc voilà, j'étais très bien, sauf que Tu voilà, sentais que c'était la fin. ouais, 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 je sentais que c'était la fin, mais avec plein d'enthousiasme, je l'ai fait quand même. Mais j'étais déjà partie ailleurs, mais en même temps, le ailleurs était hyper petit, donc j'en parlais pas, hein, j'en ai pas parlé aux gens. J'ai Bah, préparé justement, l'ENA cachée, hein, de toute on va façon. en parler maintenant. Donc c'est un an plus tard, finalement 2021, tu crées officiellement l'Observatoire des politiques du handicap. Donc c'est une ONG, une organisation non gouvernementale, indépendante des partis politiques Mm, et non subventionnée par l'État. mm. Est-ce que tu as été inspiré par le travail de certains activistes peu connus du grand public en France ou dans d'autres pays, ou est-ce que faisait vraiment suite à tout ce que tu viens de raconter? Bonne question. L'inspiration, on n'en a pas parlé beaucoup par rapport à Women's Side, mais je sais pas, il y a plusieurs inspirations qui n'ont rien à voir. Mais il s'est aussi passé quelque chose avant, c'est que donc ma fille a été diagnostiquée, c'était fin 2018. Je quitte une agence de publicité dans laquelle je travaillais, donc pour décider de monter ma propre boîte. Et je rencontre le directeur adjoint de la Fondation Jean Jaurès à ce moment-là, dont on parle de Women's Side, hein, qui me dit bah, ce serait bien que tu participes à un voyage à Auschwitz. Et parce que voilà, on en avait parlé, hein, j'avais mis notamment à la une les Klarsfeld dans Women's Side. Ça a été, je dis ça parce que c'est là aussi que ça a commencé, c'est-à-dire que l'engagement, le véritable engagement, je ne parle pas forcément des films ou des magazines, le vrai engagement d'activiste, c'est eux. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le, je me souviens de l'exposition mémorielle de la Shoah, que j'ai fréquentée pendant des jours et des jours. Je cherchais juste des gens à mettre en couverture au début, hein. Mais là, j'ai découvert un monde. Je me souviens d'être émue absolument en voyant, je me souviens, les chaînes de Beate Klarsfeld qui était là devant moi avec la photo où elle s'est attachée à des, je sais plus quelle grille. Enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'engagement. C'est pas du tout. Enfin, c'est bien de faire des films, hein, c'est pas le problème, hein, parce qu'en l'occurrence, on pourra en reparler. Hein, je suis pas contre. J'écris, donc voilà, mais waouh, il se passe un truc là. Et moi, j'avais pas de. Je les ai découverts en février 2018. Et en septembre, je savais que ma fille était autiste. Donc, j'étais dans un autre truc. Je me disais, mais c'est ça l'engagement, en fait. C'est ça qui est. Ça. Enfin, voilà, pour parler vulgairement, ça claque. Ça, c'est mieux, ça. Mais bon, moi, j'étais pas. J'allais pas reprendre le flambeau ou quoi que ce soit, tu vois, c'était pas l'idée. Mais je me suis dit, ouais, c'est ça C'est un les bon gens qui. exemple, ouais. C'est Donc du coup, incroyable. j'ai dévoré toute la littérature qu'il y avait à voir avec les Klarsfeld, j'ai tout écouté, tout entendu. Je me suis dit, wow, c'est ça l'engagement. Mais ouais, enfin en tout cas, si demain je devais faire un truc, c'est ça que je dois faire. Donc tout de suite, c'est eux qui m'ont inspiré. Et ensuite, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Stanford, c'était fantastique parce que des gens qui avaient des idées. Je me souviens qu'on nous avait mis en masterclass avec, je me souviens plus de son nom, de cet Indien qui avait créé des microcrédits pour aider les gens. Donc du coup, je m'étais plongée dans plein de littérature aussi de d'autres pays. Et puis la préparation à l'ENA, j'ai lu des gens comme Esther Duflo qui parle de pauvreté. Je me suis dit, mais là, il y a un engagement fort quand même à faire. Mais bon, il y a du temps d'infusion avant de dire je vais le faire et puis je vais me mettre en avant parce que moi, j'étais quand même toujours dans la mise en avant des autres. C'est-à-dire que j'ai toujours aidé. J'étais directrice artistique pour le film, enfin, le festival, ok, mais
j'étais toujours la communicante de l'équipe. J'étais jamais celle qui était mise en avant. Je coachais beaucoup les gens. Je faisais pas les choses pour moi. Parce que moi, je considérais que j'étais là pour aider. J'avais quelques filons, j'avais du réseau, mais moi, j'étais là pour les autres. Et là, il se passe que je fais bien pour les autres, mais il fallait quand même qu'il y ait un leader dans cette histoire. Donc, c'est plutôt l'inspiration de tout ce que j'ai lu, des leaders d'avant notre époque. C'est plutôt d'avoir lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de personnes qui travaillent dans leur coin, qui ne sont pas connues du grand public. Parce que ça aussi, c'est, comme je venais de le dire tout à l'heure pour Women's Side, comme tu sais, je voulais mettre en valeur des gens pas connus. Donc, il y a quand même de ça chez moi. J'aime bien aller découvrir des gens qui ont des parcours et qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qui sont pas, qui passent pas à la télé, qui sont pas dans les grands journaux et qui sont, voilà, j'aime bien ça. Bon, bien sûr, je prends pas l'exemple des Klarsfeld parce que c'est pas le cas, mais je les connaissais pas aussi bien que quand je suis sortie de l'exposition. Donc, ceux qui m'ont inspiré le plus pour ce que je fais aujourd'hui, je peux vraiment dire là, mais je pourrais même parler du travail de Victor Hugo. Enfin voilà, je pourrais parler de plein de gens. Oui, un Mais peu tout ce que tu as vu dans ta vie, mais ouais, voilà, au-delà de mais, l'expression, mais les Klarsfeld, ça a été un choc physique en fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans l'expo, j'étais hyper émue. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis une expo, bon, bah, c'est des gens bien. Mais là, il s'est passé quelque chose. Et en plus, c'est peut-être un appel que j'attendais. Donc après, quand le directeur adjoint de la Fondation Jean Jaurès m'a dit, puisque tu as un magazine, bon, il était déjà à la fin. Là, c'est un voyage de femmes, de toute religion, de tout voilà, de tout secteur social mélangé. On va dans un avion et on va au Auschwitz. Est-ce que tu veux le faire? Wow, moi, ça faisait, je faisais pas des danses de la pluie pour que ça arrive, mais limite. Donc ça m'arrive, donc j'y vais. Et j'y vais alors que je vais passer à un autre moment de ma vie. Donc pour moi, c'est fondamental. On sait tous que quand on a fait ce voyage-là, enfin voyage entre guillemets, hein, d'avant, il y a un avant et un après. Donc pour moi, il y a eu vraiment un après. Sauf que ça a totalement résonné avec ma vie. Moi, c'était pas l'antisémitisme et la Shoah, mais c'était aussi un combat. Donc oui, je me suis transposée en me disant, donc ça veut dire que si je veux m'engager, il faut vraiment que je me mette en avant. Donc il a fallu du temps parce que j'étais pas habituée. J'étais pas habituée à faire ça. Et du coup, une fois que tu crées l'observatoire, quels sont les principaux axes de travail en fait? Tu t'es donné des lignes directrices dès le début? Oui, d'abord je voulais surtout des données en fait, des statistiques. Donc j'ai pas trouvé tout de suite en France. Donc j'ai levé un lièvre tout de suite. C'est-à-dire que je me suis dit tiens, il n'y a pas de statistiques en France sur le handicap. Il y a des trucs approximatifs, mais il n'y a pas de vraies statistiques. Et j'avais vu que l'INSEE avait pas fait de choses depuis 2008. Donc voilà, c'était déjà tout de suite, je me suis dit, bah, je cherche des chiffres, j'en ai pas, donc ça va être compliqué. Tout de suite, je me suis tournée vers les autres pays parce que ça me semblait normal. En fait, j'avais assez vu à l'ENA que c'était cadenassé, donc je me suis dit, bon, il y a d'autres pays qu'on fait mieux ou moins bien, il faut aller voir. Donc ça, c'était l'objectif 2. Et l'objectif 3, évidemment, c'était d'innover, toujours. C'est d'aller chercher d'autres formes d'action. Et donc, du coup, comme j'étais dans l'étude des lois, je me suis dit qu'il fallait que je commence à me connecter avec les législateurs. Donc ça, c'était un travail d'influenceur, de lobbying, quoi. Donc là aussi, c'est arrivé vite, en fait. C'est-à-dire que je me disais, j'en ai pour 2-3 ans quand même à ramer une Ouais. petite association, et puis ça arrivait très, très vite. Oui, parce que là, tu as été auditionné à l'ONU en début d'année, Récemment, oui. Là, récemment, le mois dernier, oui. Ouais, le en mois dernier, mars. donc on peut dire que ça allait vite, si tu l'as créé il y a 2 ans. Mm. C'était dans le cadre de la conférence de la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap, concernant spécifiquement les risques d'urgence humanitaire, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, Et dans le cadre d'une guerre probable et d'enjeux de crise humanitaire, oui. quels ont été les messages principaux que tu voulais faire passer lors de ton intervention à l'ONU? Ouh, bah, que j'étais dans un pays qui faisait pas les choses dans le cadre du droit international, donc ça a été génial de le faire parce que au bout de 2 ans, effectivement, c'est une bonne chose. Mais l'inconvénient, c'est de devoir aller à l'ONU pour dire que le pays dans lequel on vit est pas bon, bah voilà, est pas top, on va dire ça comme ça, pour être Hmm. consensuel. Mais surtout, c'était surtout de dire que bah, la loi avait pas ratifié certains articles de la convention, que le pays faisait de la communication et faisait pas de politique du handicap. Enfin, tout ce qu'il y a dans le mot observatoire des politiques du handicap, parce que
je le dis, parce que là, il y a le Conseil de l'Europe qui vient de dire qu'on n'avait pas une politique cohérente du handicap. Ça fait 2 ans que je dis qu'il n'y a pas de politique du handicap en France et qu'on me dit ah bon, mais enfin quand même, on a un ministère, enfin un secrétariat d'État. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. En termes politiques, hein, je parle. Hein. En politique, il n'y a rien en France. Ça complique la vie de ne pas être, justement, d'être indépendante, contrairement à certaines associations, justement, qui avaient un peu porté plainte au Conseil de l'Europe. Est-ce que ça te met à part? Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Pour moi, c'est un avantage d'être en dehors de tout ça. Et puis surtout, les associations dont on parle, en l'occurrence, c'est des associations qui ne respectent pas non plus le droit international. Donc voilà, donc c'est ça qui est le plus difficile quand on est, de mon point de vue, plutôt indépendant et tranquille, c'est qu'on voit aussi les manigances quoi, de ce qui se fait en France. Donc en tout cas, j'étais pas la seule, hein, parce qu'il y avait, je me souviens, une femme qui était à côté de moi, la Belgique, qui disait les mêmes choses que moi. Qu'en fait, on était dans un pays qui faisait de la com politique, mais pas de la politique En parlant de la d'action. Belgique cette fois-ci. Voilà. Alors qu'en France, on dit que la Belgique est géniale. Bon, non plus. Et bon, évidemment, il y avait d'autres pays dans le monde où c'est bien pire que nous. Mais oui, enfin, je pense que c'est une vérité. Et d'ailleurs, les gens au début disaient Observatoire du handicap monde. Et voilà. Et moi, je disais non, politique, c'est pas un gros mot. C'est la politique au sens premier du terme, hein, pas politique, parti politique. Donc du coup, c'est flagrant aujourd'hui quand on entend il n'y a pas de politique. C'est parce qu'en France, on estime que pour le handicap, il ne faut pas forcément de politique, il faut d'autres choses. Mais ce n'est pas politique pour les Français, en tout cas. Pour les Français, c'est quoi alors si c'est pas politique? C'est du domaine de la charité. C'est un vieux Roland religieux du pays, judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'en gros, on a un peu nos pauvres et puis on les aide de temps en temps, surtout pour les fêtes de fin d'année. On donne 2-3 sous. On leur dit oh là là, ça va aller, bientôt vous serez comme nous. C'est un peu, de toute façon, c'est assez. Il y a des militants en France qui disent qu'il y a du validisme. C'est-à-dire que le validisme, c'est de dire bon, on va aider les handicapés à être valides. Donc ça c'est un vrai c'est un truc obsolète. Donc quand on va dans d'autres pays, on se rend compte à quel point on va dans le mur en fait. Et puis on est dans le déni en France, c'est-à-dire ben non on fait ce qu'on peut, regardez, on les aide, mais en fait on n'a pas à aider les gens. On doit juste, en tout cas c'est ce que je dis pour l'observatoire, c'est ce qu'on doit créer un droit commun. Donc c'est pas une question qu'on doit aider, on doit mettre à égalité, enfin, si tant est que ça puisse se faire. Donc c'est plutôt ça le combat en France en tout cas. Et quels ont été les retours de la part de l'ONU? Est-ce que tu as eu des messages suite à ton intervention? Tout de suite, les gens qui étaient là m'ont sollicité. Je pense que les messages qu'on m'a laissés, surtout de militants, activistes français, qui m'ont envoyé des messages en me disant waouh, ce que tu as dit à l'ONU, c'est fort, parce que j'y ai été fort. Je savais pas si je sais pas si j'ai, oui voilà, je savais pas si j'y retourné, peut-être que j'y retournerai, mais je me suis dit c'est peut-être la seule fois de ma vie, donc il faut quand même que je ne sois pas consensuelle, voilà. Donc j'ai pas été consensuelle. Donc je pense aussi que c'était un positionnement à avoir. Je me suis pas fait violence mes limites parce que franchement, j'avais pas envie de dire ça. Mais en même temps, quand on est auditionné, on dit la vérité du pays. Donc oui, si tu as lu, oui, tu peux dire que oui, j'ai été fort. J'ai été au bout de ce que je pouvais dire, de ce qui se déroule réellement dans le pays, à la lumière aussi de la législation, des articles dont je te parlais qui n'ont pas été ratifiés. Enfin, je dis la vérité, hein, je ne parle pas de ce que je ressens. Évidemment, je suis d'accord avec ce que je dis, mais je mets les choses factuelles. Donc, mais je dis mais c'est pas un travail que je fais toute seule. Hein. Il y a des groupes de travail voilà, il y a des groupes de travail de gens qui d'ailleurs sont incroyables parce qu'il y a beaucoup d'anonymes chez nous, des gens qui viennent mais qui disent non, mais moi je veux pas. Enfin, je veux bien être auditionné, mais je veux absolument pas que vous parliez de moi. Moi, je veux juste mettre ma pierre à l'édifice. Des gens même, je veux dire même des gens qui travaillent dans l'administration, hein, qui viennent, qui disent vous dites pas que je parle avec vous. Donc quand tu me posais la question de savoir si j'étais du bon côté, moi je pense que oui, puisque du coup, puis moi je le prends pas très mal que les gens disent je viens vers vous, mais vous parlez pas de moi. Au contraire, je pense que justement du coup on est dans le vrai. Il y a pas de, en plus comme on n'est pas financé par l'État, on n'a pas de problématique à dire que l'État fait pas son travail. C'est bien ce que je reproche aux associations dont on parlait tout à l'heure, sûr, ouais. Et que j'ai reproché devant l'ONU, c'est-à-dire des gens qui de toute façon sont l'État, donc ne peuvent pas aider. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours qu'on est dans un système qui est obsolète. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont à l'intérieur et qui travaillent pour l'État, donc ils peuvent pas nous aider, enfin, ils peuvent pas faire avancer la cause.
ils font avancer leur cause. C'est-à-dire que, puisque pour parler concrètement de ce qu'on défend à l'Observatoire, on défend l'autonomie des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut sortir les personnes des institutions. Tu dis ça en France, les gens te disent « Ah ouais, d'accord, donc en fait, tu veux pas être solidaire des personnes ». Sauf qu'en Suède, ça se fait. Il y a des gens qui sont polyhandicapés qui vivent chez eux. Ils ont des assistants de vie, ça existe, mais qui ne sont pas dans des institutions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des maisons entre eux. Ils peuvent circuler. Donc c'était ça l'idée. Sauf qu'en France, on a des associations gestionnaires, on les appelle comme ça, qui tiennent les institutions et qui par ailleurs viennent justement de signaler au Conseil de l'Europe que le pays faisait pas de politique. Donc là, on est dans l'hypocrisie absolue, c'est-à-dire des gens qui de toute façon, même si ils parlent beaucoup de transition inclusive, c'est-à-dire qu'ils voudraient que les gens sortent, mais bon, vous comprenez, il faut quand même qu'on soit là pour les aider. Nous, on part du principe que non. En fait, ce sont des gens qui peuvent vivre de manière autonome, avec une solidarité nationale, avec des pôles, tu vois, par exemple, des institutions qui seraient transformées en pôles de ressources. Tu viens chercher, recruter une assistante de vie ou un assistant de vie, et c'est tout. Ce sont ces personnes qui cherchent eux-mêmes leurs assistants. Enfin, oui, ça se fait vraiment comme ça. Ils décident de tout, en fait. Ici, quand tu es handicapé, tu ne décides de rien. C'est-à-dire que des gens parlent à ta place. Et en l'occurrence, ces associations gestionnaires, là, elles viennent de faire un truc incroyable. Elles viennent de parler à la place des personnes. Parce qu'elles sont détentrices. Et il y en a, et bien sûr, dans les directions de ces associations, il y a des personnes handicapées. Donc, du coup, tu peux pas les critiquer. Ce sont des personnes. Morale. Voilà. Mais non, en fait, parce qu'elles sont subventionnées. Et à partir du moment où tu es subventionné, tu suis l'argent pour savoir que décident les gens. Donc, bien sûr, nous, on est subventionnés, on a 2 mécènes qui nous donnent 3 francs 6 sous, entre guillemets, pour faire ce qu'on a à faire. D'ailleurs, on cherche, évidemment, on a des pistes pour avoir des plus grands mécènes, mais on ne veut pas non plus, parce que ce n'est pas la question. On ne veut surtout pas arracher notre indépendance, parce qu'il ne faudrait pas parler comme ci ou pas parler comme ça. C'est aussi ça, le travail en France. C'est de pouvoir dire les choses. C'est-à-dire que quand je dis oui, par exemple... là, on est en train de faire quelque chose d'assez immonde en France, c'est-à-dire qu'on veut détecter les autistes avant qu'ils naissent, comme la trisomie. Bon, voilà, il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On n'est pas en train de travailler, par exemple, pour que ma fille ait un boulot demain. On ne met pas de l'argent là-dedans, on met de l'argent pour qu'elle ne vienne pas, en gros. Donc, il faut le dire, et je ne suis pas la seule à le dire. Maintenant, voilà, depuis l'ONU, je vois beaucoup d'associations qui commencent à dire « Oula, on est dans l'eugénisme, au secours, on est en train de… » Et moi, ça me rappelle aussi ce par quoi je suis passée en termes d'inspiration. Quand je parle de ça, je pense au Klarsfeld, je pense à la Shoah, je pense à plein de choses. Et d'ailleurs, voilà, tout le monde le sait que ça a commencé avec les handicapés. On a testé cette façon d'éradiquer des gens par les handicapés. On a commencé par eux. Et on commence toujours par eux d'ailleurs. Donc c'est bien la preuve que, tu vois, donc, la résonance est toujours là pour moi. Et de dire les choses, c'est important. Même si ça choque. Et surtout si ça choque en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais je suis en France, donc ce sera long. Ce sera très long. Mais j'ai mis du temps aussi à me positionner, à dire bon, il va falloir quand même que je le dise parce que je le pense. Et puis en plus, je pense qu'il y a d'autres gens qui viennent me dire en fait, ouais, il faut qu'on le dise. C'est bien, donc, tu poses les bases de la suite. Voilà, c'est ça. La suite logique, ce sera évidemment de faire en sorte que les personnes handicapées soient chez elles, autonomes, et ne mangent pas à 18 heures parce que le dernier éducateur s'en va. Ne soit pas, et parce qu'il faut en parler, de maltraités, il y a des viols dans les IME, il y a des choses immondes. Donc voilà, il y a des choses, je ne dis pas qu'ils sont tous tortionnaires, c'est pas le problème, c'est que là, il y a un système qui doit mourir. Donc, et je suis pas la seule. Et tu parlais de la Suède, ça fait depuis les années 50 qu'il n'y a pas d'institution. Ils ont les mêmes handicapés que nous, ce que je sache, ils n'ont pas des handicapés décuplés, c'est les mêmes. Les handicaps sont partout. Donc, si la Suède le fait, pourquoi nous ne le faisons pas? Donc là, tu as tous les gens qui te disent oui, c'est pas la même culture, c'est pas la même politique. Bah, pourquoi? On ne sait pas, il n'y a pas de pourquoi en fait. C'est bien que c'est une volonté politique. Moi, je l'ai vu, des gens qui. Enfin, j'ai vu même, pour faire une décroche dans ma vie d'expérience de mère, j'ai vu d'une année sur l'autre, si j'ai une institutrice qui est OK pour faire l'école à un autiste et l'autre qui dit je ne suis pas OK pour ça, je ne suis pas formée. Les deux ne sont pas formés. Il y en a une qui va dire, parce que là en l'occurrence c'est des femmes, une qui va dire moi je veux pas, ça me gêne, et l'autre qui va dire non, on va faire comme s'il n'y avait pas d'autisme. Donc c'est bien une volonté individuelle à chaque fois.
Donc l'État qui déciderait tout seul, c'est faux. Ce sont des individus collés les uns aux autres qui disent on veut ou on veut pas. Et en Suède, ils ont dit oui, on veut que les gens vivent chez eux. Enfin, c'est normal. Et puis ils ont rendu évidemment les villes accessibles parce que bon, après il y a tout un. Là, les associations te disent oui, mais alors si vous les sortez, comment ils vont faire dehors? Bah oui, mais si vous les laissez toujours dans des institutions, il y vous a ne beaucoup à faire. permettez. Voilà. Je voulais parler aussi du projet de musée d'art et d'histoire du handicap. Comment est née l'idée de ce musée et où est-ce que ça en est? Parce que je sais qu'il y a un projet qui est mis en route avec la ville de Rouen, qui a posé sa candidature comme capitale européenne de la culture pour 2028. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la naissance du musée, c'est évidemment parce que je suis historienne de l'art, donc j'y ai songé et je me suis dit, tiens, ça doit exister, donc j'ai évidemment cherché. Et effectivement, ça existe aux États-Unis. Donc, il y en a un qui a fermé, c'était une salle, hein, l'équivalent d'une salle, donc, qui était quand même dans la cité, hein, qui était ouverte au public, qui va aller à l'université. Il y a toujours un site Disability Museum qui est en ligne, donc avec des ressources. Et voilà, donc je les ai contactés. Ils m'ont dit que c'était voilà, ils m'ont dit que c'était bien le projet du musée, que eux le mettaient dans une université parce que ça avait pas rencontré l'adhésion. Et puis après, j'ai eu la rencontre un peu dingue d'un architecte sur les réseaux sociaux qui m'a vu dans l'UMA, dans l'humanité, et qui m'a dit bah moi j'aimerais bien construire le musée voilà avec vous. Donc c'est avec lui que tout a bien démarré, c'était l'année dernière et c'est avec lui qu'on continue. Et effectivement pour Rouen 2028 voilà, comme je suis en Normandie, quand j'ai vu que Rouen était candidat, je les ai contactés aussi, leur disant bah voilà, moi j'ai un projet de musée, j'ai pas du tout envie de le faire à Paris, j'aimerais bien le faire dans ce qu'on appelle les territoires rayonnants, etc. Puis je trouve que voilà, c'est une belle ville aussi, donc je les ai approchés, ils étaient ravis de mettre le projet dans la candidature. Donc on en est à le construire. Pour le métaverse, on réfléchit encore parce qu'on a été hacké. On avait un format métaverse qui a été hacké, mais qui était en ce qu'on appelle open source. Donc voilà. Et bon, moi, je réfléchis encore à la cohérence aussi d'un métaverse. Je vais un peu attendre, mais en tout cas, il y aura une version numérique évidemment, comme tous les musées. Mais bon, voilà, le métaverse, pourquoi pas. Et puis là, on a beaucoup de travail sur le bâti puisqu'on on veut construire un pré-musée ou entreposer des choses ou le faire exister avant qu'il n'existe vraiment. Et puis on en est au foncier, c'est-à-dire qu'on discute avec une banque, voilà, on en est à des choses très techniques. Et puis à construire le projet. Oui, voilà, on est dans le concret. Et puis à construire le projet scientifique et culturel. Donc c'est fantastique. Ça va pas super vite, mais ça va bien. On n'a pas de moment de pause. Il n'y a pas de il faut du temps pour tout. Ah oui, oui, là. Est-ce qu'on peut parler un peu des autres projets parce que tu as encore du temps pour faire autre chose. Je sais que tu as écrit un roman ou plusieurs romans. Non, mon premier roman, oui, mon premier roman. Et qui est en route, hein, qui devrait arriver, qui devrait être livré chez un éditeur à un moment donné. Donc je suis encore. Qui est aussi en lien avec le handicap. Hein. Bien sûr, qui est une fiction sur le handicap, oui. Tout à fait. Et puis un projet de BD aussi. Là, on est en train d'écrire l'intrigue. Donc là, c'est plutôt côté école. Donc c'est très très ludique. Je crois que c'est le projet le plus rigolo dans toute l'histoire. Quand je veux faire une pause, oui, sur l'école et oui, on fait une BD sur l'école avec des handicapés. Donc on s'amuse bien. On veut quelque chose d'assez drôle. Donc voilà, je suis en pleine comédie. Alors que le roman, on est dans un voilà, j'ai imaginé des handicapés qui s'enfuient des institutions. Donc on est plus dans un roman politique et bon, on rigole un peu, on peut sourire un peu, mais bon, la BD, on se lâche pour l'humour, quoi. Et tu travaillais avec des dessinateurs? Avec un illustrateur, oui, et puis un auteur. Un auteur, en fait, lui, ils ont déjà travaillé tous les deux sur des livres sur la langue des signes. Et ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Donc, quand j'ai rencontré Olivier Marchal, il s'appelle Olivier Marchal, il est réalisateur, il est prof de langue des signes et il écrit un peu surtout, il a fait la langue des signes pour les nuls, il a écrit tout un tas de livres sur les langues des signes. Et voilà, je vais parler du projet de bande dessinée que j'avais.
J'avais envie de le voilà. Et puis en fait, il m'a fait rencontrer l'illustrateur et on est parti à trois sur ça. Je pense que ça va aller très vite, hein, parce que ça se passe bien et puis les éditeurs sont intéressés, donc ça c'est chouette. Super. Et toi-même, tu es une grande lectrice. Quel livre as-tu le plus offert récemment ou le plus recommandé? Le plus recommandé, waouh. Il y en a peut-être plusieurs, hein. Hmm, ça dépend à qui en fait, parce que c'est des sources que tu donnes pas à tout le monde. Tu as envie de dire oui, j'ai lu un truc, lis-le. Mais si tu avais vraiment les choses que j'ai vraiment recommandé de lire, bah, ouais. L'auteur que j'aime vraiment, enfin, Esther Duflo sur Repenser la pauvreté, c'est quelque chose que je donne naturellement. J'aime beaucoup Zarathustra de Nietzsche, hein. Je pense que c'est un livre que j'emporterai un peu n'importe où. Et puis dernièrement, j'ai fait la découverte de la pensée de Frédéric Lordon, par exemple, qui est directeur au CNRS, qui parle d'égalité, qui parle de politique absolue. Mais bon, j'ai tellement lu de choses en préparation de l'ENA, donc j'aurais. Mais bon, voilà, on en a parlé il y a pas très longtemps, mais Pierre Rosan Vallon, c'est quelqu'un que je lis beaucoup aussi. Mais bon, là, je suis passée à une étape un peu plus vindicative avec Frédéric Lordon, j'avoue. mais, euh, mais voilà, là-bas, ça serait plutôt les philosophes, hein, Nietzsche, Montaigne. C'est mes deux copains de route, hein. Si je vais pas bien, je lis Nietzsche parce que je trouve quelqu'un qui va moins bien que moi, donc du coup, ça va mieux. Si je vais pas bien, je lis Nietzsche. C'est bien. Voilà, non, c'est quelqu'un qui est mort de pas être bien, donc du coup, ça ravigote, quoi. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, Capucine, d'avoir pris le temps Merci, d'être là. Je rappelle qu'on peut te merci à trouver toi. sur les réseaux sociaux, sur Instagram, capucine-le-maire-. Mm. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site, c'est www.ameljonathan.com, et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.